existe donc un étroit rapport entre les fleurs et les bagnards. Jean Genet, Journal d'un voleur. Février 2022. C'est une distance qui ne s'avale pas. D'ailleurs, aucune distance ne s'avale. Il faudrait qu'elle arrête d'utiliser cette expression. Elle ne sait pas d'où elle vient, elle ne sait même pas à qui elle l'emprunte quand elle pense dans ces termes. Peut-elle même prétendre qu'elle pense? Au mieux, elle fait du patchwork avec des vieux chiffons de mots qui lui traînent dans les coins du crâne. C'est une distance qui ne s'avale pas. Et comme elle a plus de 20 heures de voyage, elle a le temps, peut-être, de trouver une meilleure manière de formuler sa pensée. Sauf si elle s'endort, ce qui lui paraît peu probable car le coussin en U glissé autour de sa nuque est trop mou et sa tête part en arrière ou en avant quand elle essaye de se détendre. Si elle dort, elle aura un torticolis. Ou si elle se décide à lancer un film sur le petit écran inséré dans le dossier du siège, mais elle a déjà vu presque tous ceux qui pourraient l'intéresser. C'est une distance qui se rumine, qui se mâchonne, quoi qu'elle fasse. Elle a essayé le trajet via Sydney, Tokyo ou Singapour, les départs à l'aube, l'escale parfois si courte qu'il faut courir entre les deux avions dans des couloirs sans fin ni fenêtre, mais rien ne peut faire tenir ce voyage en une journée unique, en 24 heures. Il déborde toujours, il bave sur le jour d'avant ou sur le jour d'après. Si on ajoute le trajet jusqu'à l'aéroport, le temps nécessaire pour s'enregistrer, passer les contrôles, embarquer, le vol lui-même, le transfert, puis le second vol, puis la navette pour rejoindre le centre-ville, on arrive au mieux à une journée et demie, 2 quand on fait au moins cher. C'est comme si les 20 000 kilomètres tenaient la modernité technologique en respect. On ne peut pas avaler la distance qui sépare Paris de Nouméa. Contre le fantasme de sillonner en tous sens la planète, de parcourir le monde, le caillou est un remède, se dit Tass. Il est toujours trop loin. Tass a fait l'aller-retour avec la métropole plus d'une quinzaine de fois. Personne ne parlait d'empreinte carbone quand elle a commencé, et elle estime de toute manière que les Iliens ne devraient pas avoir à rendre les mêmes comptes que les continentaux. Pourtant, elle s'étonne encore de sentir cette distance qui résiste aux avions. Une distance suffisamment grande pour que même le corps immobile dans la carlingue s'épuise du trajet, qu'il n'en puisse plus. Et parfois elle pense, est-ce que c'était comme ça sur les bateaux? Est-ce que c'était pire parce que c'était plus long? Ou est-ce que proportionnellement il s'agissait de la même chose puisque les corps des ancêtres étaient habitués au trajet lent et que celui-ci était simplement le plus lent de tous? Quand son arrière-arrière-grand-père est arrivé sur le caillou, le trajet en bateau durait 150 jours. Est-ce que c'est encore un voyage quand c'est si long? Ou est-ce que ça devient un séjour? Sur le petit écran de son voisin, un bellâtre souriant poursuit l'héroïne de ses assiduités et aucune des parties de son visage ne paraît être faite pour appartenir à une même personne. On dirait plutôt que chacune a été façonnée, polie séparément dans un atelier pour devenir un nez parfait, une bouche pleine, une arcade bien dessinée, avant que quelqu'un les collecte pour les assembler ensemble à l'avant du crâne de l'acteur, mais elles échouent à tenir ensemble et ce visage qui devrait être beau ne dépasse jamais le stade des pièces détachées. Tass n'a pas le courage de revenir au menu pour faire défiler de nouveau tous les films disponibles. Elle continue à regarder d'un œil distrait cette coexistence forcée de narines, d'iris et d'incisives qui porte le nom d'un acteur célèbre. Son voisin dort dans une parfaite immobilité depuis l'extinction des Lumières. Il n'a probablement vu que les 10 premières minutes du film. C'est un colosse wallisien en survêtement gris pelucheux. Tass n'ose pas l'enjamber pour aller aux toilettes. Elle n'est même pas sûre qu'elle pourrait tirer de ses courtes jambes un pas suffisamment ample pour s'épargner une sorte de lap dance gênante pour eux deux. Il se tient à sa gauche, comme une montagne tiède et infranchissable. À droite, il y a le hublot glacé.
L'avion sent le plastique, les produits ménagers et le curry des plateaux repas qui se préparent à l'abri des rideaux tirés par les hôtesses. Le trajet est interminable. Mais peut-être qu'aujourd'hui c'est un avantage. Tass peut encore, pendant quelques heures, ne rien raconter de la rupture amoureuse qui vient de sectionner le lien entre elle et la métropole. Elle peut ne pas prononcer le nom de Thomas. Elle peut être tout ce qu'elle veut là dans les airs où personne ne la connaît. Elle pourrait même tenter d'enjamber son voisin, et tant pis si elle se frotte contre lui, elle ne le reverra jamais. On est fin janvier, et l'inversion des saisons entre les deux hémisphères est à son paroxysme. À Orléans, chez Thomas, la neige et le grésil passaient en soufflant. Au début de leur relation, il se faisait tendre dès qu'elle avait froid, monter le chauffage, poser un doigt ému sur ses lèvres violettes, s'exclamer « Tu trembles ?» comme si c'était une preuve de son exotisme aussi délicieuse qu'une coiffe de feuilles et de fleurs. Cette année, il a paru agacé, presque soupçonneux, comme si l'hiver était un conte inventé par Tass, comme si la température extérieure n'expliquait pas ses frissons, comme si on pouvait dire « Arrête !» à quelqu'un qui a froid. C'est terminé. De toute manière, les neiges d'antan, la bise venue et les vives le vent, toute cette culture du froid à laquelle Thomas a essayé de l'initier pendant des années. Dès qu'elle sortira de l'avion à Tontouta, elle sentira l'incroyable épaisseur de l'air chaud et humide. L'été austral l'empoissera, et plus que du décalage horaire, c'est de la différence de température qu'elle va devoir se remettre pendant les prochains jours. La rentrée n'aura pas lieu avant quelques semaines. Ça lui laisse le temps de se faire à la pellicule de sueur sur la peau, aux joues rouges, à la terrible paresse du début d'après-midi. Une partie de la ville est encore en vacances. Nouméa sera molle et vaguement désertée. Les amis s'égrènent sur tous les territoires voisins, le Vanuatu, la Nouvelle-Zélande, les Fidji, la Gold Coast australienne. Peut-être qu'elle n'aura personne à qui raconter ce qui s'est passé au nord de l'équateur. Personne avec qui boire du rhum et des number one en criant que c'est fini Thomas, plus jamais Thomas. Et c'est lui qui va le regretter, je te jure, parce que sa vie sans moi est tellement ennuyeuse. Lorsque l'avion amorce sa descente, Tass se répète qu'elle est heureuse de rentrer enfin pour de bon. Les allers-retours des dernières années, pour essayer de faire exister sa relation amoureuse malgré la distance, lui ont apporté une forme d'inquiétude permanente, une instabilité nerveuse, ainsi que la culpabilité de multiplier sans cesse les petits mensonges. En métropole, elle allongeait la durée de son séjour, répondait qu'elle était là pour 2 mois dès que son voyage en excédait 1, ne serait-ce que de quelques jours. En Calédonie, elle lançait toujours distraitement qu'elle partait pour 2-3 semaines, alors qu'elle savait parfaitement qu'elle ne serait pas de retour avant 5. Elle essayait toujours d'appartenir aux 2 endroits à la fois, de montrer à son entourage ici comme à son entourage là qu'elle était des leurs. Et Tass ne dirait pas qu'elle s'exposait à finir écartelée, elle n'a pas à ce point le goût du drame, mais c'était malgré tout désagréable, jamais assuré, jamais acquis. Quand elle s'en plaignait à Thomas, il lui répondait qu'elle n'avait qu'à revenir s'installer en France, mais c'est parce qu'il est métropolitain et qu'il pense dans le mauvais sens. Revenir, pour elle, c'est retrouver Nouméa. Elle a quitté la Calédonie une première fois, il y a plus de 10 ans, pour aller faire son master de journalisme à l'université d'Aix-Marseille. L'étudiant dégingandé nommé Thomas, dont elle est rapidement tombée amoureuse, lui a donné envie de rester après la fin de ses études, mais aucune des années passées en métropole n'a pu inverser la polarité des hémisphères internes à Tass. Chez elle, c'est le Pacifique, c'est le Sud. Elle n'a jamais eu l'impression d'être à sa place de l'autre côté. Ce ne sont pas tant l'étrangeté du climat, de la flore et la température intolérable de la pluie qui l'ont tenue à distance, ce sont les incompréhensions et l'ignorance liées au territoire dont elle vient. En 1863, Vieillard et Deplanche, auteur d'une description détaillée de la Grande Île,
ont écrit qu'au-delà d'une portion de la côte ouest, tout n'est encore qu'obscurité. Et c'est à peu près ce que Tass a vu dans les regards de ses interlocuteurs pendant les années métropolitaines. Sa terre n'est encore qu'obscurité. C'était chaque fois les mêmes bribes ou brisures de dialogue, ça se cognait, ça ne servait à rien. Tu viens d'où ? Nouméa. Ah ouais, c'est Tahiti ça, non ? Non, c'est pas... Attends, je vais trouver... Attends, forcément, c'est une île, c'est la Nouvelle-Calédonie. Ah ouais, bien sûr, ouais. Et c'est la France, ça ? Alors parfois, des passionnés de géographie ou de plongée pouvaient tout de suite rattacher le nom au territoire, les premiers listant les kilomètres carrés et la densité en habitants, les seconds se perdant dans une énumération de poissons, mais les uns comme les autres étaient rares et ça ne disait rien de l'archipel, de toute façon. Au large de l'Australie, ah bon ? Et il y a qui de connu en Nouvelle-Calédonie ? Tu vois, des artistes ou des grandes figures un peu historiques. Aide-moi à placer, à replacer. Tass disait « à taille ». Elle savait que ça n'évoquerait rien, mais c'était 2 syllabes chargées de suffisamment d'exotisme pour les charmer un peu. L'absence de patronyme leur suggérait peut-être qu'il s'agissait d'un artiste, un chanteur, pourquoi pas, du zouk, sûrement. Après tout, c'est l'outre-mer. Ça vient avec des chemisettes à fleurs. Toujours, Tass ajoutait, après 2 ou 3 secondes de silence, et sinon, Louise Michel. Là, les gens voyaient mieux. Parfois, ah ouais, tiens, c'est marrant, j'étais au collège, Louise Michel, mais je ne savais pas qu'elle était de là-bas. Non, c'était plutôt un prêt. Elle ne sait pas trop comment qualifier ça. Est-ce qu'elle peut dire que Louise Michel a vécu sur l'archipel ? Est-ce qu'une prison peut devenir une maison avec le temps ? Tass a la vague impression que les années qui constituent une peine passent, mais que personne ne les vit. Peut-être qu'il faudrait plutôt dire que Louise Michel a été remisée en Nouvelle-Calédonie. Bon, il y avait rarement d'autres questions sur l'endroit d'où Tass venait après ça. Elle pense que le problème, c'était la gêne. Pas le manque de curiosité, non, la gêne qui étouffait les questions qu'on aurait pu poser sur sa terre. Parce qu'il n'était pas facile de demander froidement « Et sinon, comment est-ce que ce caillou-là est tombé dans l'escarcelle française ? On a doublé qui sur l'étape ? L'Angleterre ? La Hollande ? Et massacré quel type de peuplade folklorique ? Est-ce qu'ils avaient d'adorables pagnes en raffia ? Des colliers de fleurs ? Est-ce qu'ils serraient les poissons contre leur poitrine après les avoir pêchés et les bercer de chansons jusqu'à ce qu'ils meurent ? Et toi d'ailleurs, Tass, tu es de quel côté ? Descendante de colons ou de colonisés ? Quand tu dis que tu viens de là-bas, ça signifie quoi exactement ? Un vieux droit du sang ? Un nouveau droit du sol ? Pas forcément exempt de sang d'ailleurs, hein ? Non, les gens disaient plutôt ah ouais, Louise Michel. Louise Michel. C'est marrant. Et dans une certaine mesure, Tass s'en contentait. Tass arrivait même à s'en réjouir. Elle citait Louise Michel à dessein, plutôt que Christian Carambeu, parce que si elle doit être associée à une figure connue pour pouvoir exister, elle préfère l'anarchiste au sportif. Depuis l'adolescence, Tass aime Louise Michel comme son aïeule, parce que celle-ci a écrit des textes qui racontent une traversée similaire à celle de son aïeul réel, lequel n'a jamais écrit de texte parce qu'il ne savait pas écrire et que s'il avait su, personne ne les aurait gardés. Il y a un gros trou de texte dans l'histoire familiale de Tass. L'histoire familiale de Tass commence par un trou énorme, du vide bien épais, du noir poisseux, et quand on s'extirpe enfin du trou, dans les 60 dernières années, on voit apparaître quelques textes, des vieilles lettres, des vieilles cartes postales, et des vieux bulletins, et des vieux poèmes d'enfants, mais toute leur apparente vieillerie est ridiculisée par le trou qui, lui, est ancien, archaïque, et qui crie que ces textes jaunis sont en fait la modernité, même si la famille de Tass en a fait son histoire. Thomas lui a dit il y a quelques années que sa famille était exactement dans le même cas.
Est-ce qu'elle s'imaginait que tous les métropolitains disposaient d'archives familiales centenaires? Mais il se trompait. Sa famille, à lui, n'a pas vraiment de trou. On ne sait rien, ou pas grand-chose des vieux de la vieille, les ancêtres qui ont précédé les arrière-grands-parents, mais on sait, au moins, qu'ils étaient déjà là, dans les parages. Peut-être pas à Orléans même, mais dans les campagnes alentours. L'obscurité qui enveloppe les aïeux de Thomas est vaguement familière. Elle recouvre les mêmes champs, les mêmes rivières, les mêmes noms de villages que ceux dont la vie de leurs descendants est faite aujourd'hui. Ceux de Tasse ont surgi d'un grand voyage dont ils n'ont raconté ni le pourquoi, ni le comment. Ils sont arrivés au bout du monde sans en donner le moindre témoignage. C'est un bond furieux et muet par-dessus 20 000 kilomètres. Au commencement de leur famille, il n'y avait rien. Et ça a duré plutôt longtemps. Et puis le Verbe est venu, mais trop tard pour raconter ce qui était vraiment intéressant. Heureusement, il y a Louise Michel pour écrire ce que ça fait de traverser si longtemps la mer, enfermée sur un bateau, pour arriver au bagne de la Nouvelle. Son journal dit les écumes, les vagues, la lenteur, les avanies. Il raconte aussi les poèmes que les communards se passent de cage en cage, mais ça, Tasse ne peut pas l'appliquer à son ancêtre puisqu'il ne savait pas écrire. Elle ignore comment il a fait pour passer le temps pendant 150 jours. 10 ans plus tôt, quand elle lui a dit qu'elle venait de Nouméa, Thomas n'a parlé ni des poissons ni de Tahiti. Il a remarqué pensif: l'existence de la Nouvelle-Calédonie implique celle d'une ancienne Calédonie, non? Oui, a répondu Tasse, je crois que c'est l'Écosse. Et tu y es déjà allé pour faire une comparaison? Alors qu'ils venaient de se rencontrer, ils s'étaient mis à planifier un week-end à Édimbourg. Tasse a souvent raconté ce premier échange. Il va falloir qu'elle se fasse à l'idée qu'elle ne le racontera plus jamais, une main sur le bras de Thomas, sur son épaule ou sur sa cuisse, un sourire satisfait aux lèvres. La terre apparaît par le hublot. Maintenant, le voisin est réveillé et lui aussi voudrait voir. Il se penche un peu et avec son grand corps dense, c'est comme s'il lui faisait une cabane. Tasse ne proteste pas. Elle s'arrange même, d'un plié de nuque, d'un affaissement des épaules pour partager la vue. Ça paraît si improbable de découvrir de la terre, de la végétation, des humains, après des heures de vol au-dessus du Pacifique désert. Elle plisse les yeux pour distinguer les montagnes au vert sombre, les nuages emmêlés dans les sommets, la terre rouge qui s'écoule en serpentin de rivière, le lagon turquoise dans lequel les récifs dessinent des visages bleu foncé. Comment est-ce que cet archipel est arrivé là? Quand Tasse était enfant, les adultes lui ont raconté l'histoire de sa terre à plusieurs reprises. Il y avait la version de l'école, qui dans les années 90 avait finalement accepté qu'elle pouvait enseigner aux Iliens autre chose que la grandeur métropolitaine. Il y avait la version des amis de ses parents, qui chacun racontait un tout petit bout de territoire où s'était déroulée son enfance. Il y avait surtout la version de son père, qui s'étirait sans cesse au fur et à mesure que Tasse et son frère grandissaient. Et toutes les versions s'étaient agglomérées jusqu'à ce que le territoire calédonien se présente pour Tasse de la manière suivante. D'abord, il y eut un morceau de terre, détaché de l'Australie il y a 80 millions d'années, lors de la fragmentation du Gondwana, tombé au fond de l'eau puis ressurgi, hérissé de montagnes et de collines lentement recouvertes d'arbres durs comme du fer et de fruitiers verts profonds. Ensuite, il y eut les êtres humains, qui s'appelaient les Kanaks, et qui, au début de toute chose, n'étaient pas eux-mêmes d'ici, mais arrivés d'autres îles du Pacifique, 2, 3 ou 5 000 ans avant nous, selon les coins de l'archipel. Comment? On ne sait pas bien. Certains racontent que c'était juste après le déluge, que l'eau atteignait encore les sommets des montagnes et que tout le monde flottait au milieu des débris, mais ces gens-là ont trop fréquenté les sœurs et les pasteurs. D'autres prétendent que ce ne sont pas les humains qui arrivèrent en premier, mais une igname dotée de paroles et capable de conduire un canot.
Les humains ne sont arrivés qu'ensuite. D'autres récits encore refusent tout net l'idée d'une embarcation, qu'elle soit chargée d'humains ou de tubercules, et affirment que, bien sûr, le premier homme est né ici, d'une dent de lune posée sur un rocher et qui a pourri, car en pourrissant, les dents de lune peuvent donner naissance à des serpents, à des anguilles, à des lézards, mais aussi à des hommes au bout d'un très long processus. Toujours est-il que d'abord, ma fille, il y eut les Kanaks. Ensuite, il y eut les Santaliers, qui allaient et venaient comme les courants d'air pour vivre du commerce du bois. Il y eut les missionnaires, venus pour rester et mélanger l'école aux évangiles. Puis commença le grand ballet du bagne, les administrateurs, les matons et les forçats, ces derniers venus de tout l'Empire, envoyés par centaines si bien ajoutées les unes aux autres qu'ils finiraient par être 25 000 à avoir été exilés ici. Et puis il y eut aussi les colons de peuplement, souvent attirés par de fausses promesses et se rêvant propriétaires de plantations somptueuses. Et puis, ma fille, il y eut des habitants des Nouvelles-Hébrides, une ancienne colonie anglaise devenue aujourd'hui le Vanuatu. Il y eut des Javanais pour les emplois de domestiques et tous ceux qui avaient réussi, qu'ils soient petits ou grands colons, devaient avoir son Javanais, sa javanaise. Au début du XXe siècle, il y eut les Vietnamiens et les Indonésiens engagés sous contrat, ce qui ne veut rien dire, asservis et plus juste, traités comme des esclaves, tout comme les Japonais, qu'on expulsa avec rage pendant la Seconde Guerre mondiale. Et bien sûr, pendant cette guerre, il y eut le temps des Américains, qui est encore chanté ici comme une époque d'abondance, au cours de laquelle il plut des rubans de goudron, des ponts et des véhicules à 4 roues motrices pour les parcourir. Oh, le temps des Américains! Il y eut, après 1962, quelques bandes de pieds noirs qui s'ancrèrent ici. Les plus célèbres firent de grandes carrières politiques et les autres arrivèrent les mains presque vides, mais détenteurs de la recette du couscous. Plus tard, il y eut les arrivées tourbillonnantes des métropolitains pendant le boom du nickel, car depuis les premiers pas des Blancs ou presque, il y eut ici les mines et leurs disciples. Les découvertes et les épuisements de Filon, qui jetaient les hommes ici, les envoyaient là au gré des surprises du sol, le cobalt, le chrome, le manganèse et bien sûr le nickel. Attirant les métropolitains, les oreilles, qui restaient ou partaient quand le filon se terminait, comme une marée apparaissant, disparaissant. « Et nous, Baba ?» demandait Tasse. « Et nous? De quelle vague on est sorti ?» Laisse-moi te répondre par une autre question, mon cœur. Comment tu t'appelles? Quand elles arrivent à Nouméa, Sylviane décide d'emmener directement Tasse boire un verre au lounge au bord de l'eau. C'est ce qu'il faut selon elle pour se remettre du voyage. Tu picoles un peu, tu regardes le coucher de soleil et puis tu te couches. Tasse aurait aimé passer chez elle, se doucher, laver les couches géologiques de sueur, mais elle ne discute pas. Elle sait pourquoi Sylviane la traîne tout de suite devant l'océan. Elle a fait la même chose avec Thomas chaque fois qu'il est venu en Nouvelle-Calédonie. L'obliger à aborder Nouméa par la splendeur étincelante des baies, de peur qu'il trouve sinon la ville trop laide, trop petite, ou tout simplement trop biscornue pour en entrevoir la géographie. Nouméa est une presqu'île, à laquelle par des séries de travaux, on a rattaché d'autres presqu'îles qui forment ici une petite tentacule, l'ancienne île au Brun, et là une excroissance disproportionnée, l'ancienne île Nou. Le centre-ville est minuscule, quelques rues bien parallèles et perpendiculaires dont le dessin méticuleux remonte à la naissance de la colonie. Le centre, c'est la grande place des cocotiers, et autour, pas grand-chose qui en vaille la peine. On va dans le centre pour les démarches administratives, des courses à faire, peut-être un déjeuner au restaurant d'Alphonse, mais on s'y rend en voiture ou en bus et on en repart vite une fois la mission accomplie. On sait bien que les métropolitains, à leur arrivée, dans l'air doux du soir, peuvent être tentés de se dire qu'ils vont aller flâner dans le centre. Peut-être même qu'ils viennent d'un endroit où la municipalité utilise l'expression « cœur de ville ». Et ils s'imaginent forcément que ce cœur est battant, que le centre est le principe de vie de la ville, quand les banlieues n'en sont que des extrémités exsangues. Mais ce n'est pas le cas de Nouméa. D'ailleurs, cœur de ville, ici, est le nom d'un quartier de banlieue,
et pas du tout celui du centre-ville, qu'on désigne généralement d'un simple « dans le centre », alors qu'il n'est pas franchement non plus au centre de la presqu'île, c'est une petite partie de son flanc ouest. La ville est beaucoup trop encollinée en son milieu pour qu'on y construise un quartier général accessible. Il a fallu décentrer le centre pour le mettre tout près de la mer, là où on a pu araser et remblayer jusqu'à obtenir une petite surface quadrillable. Tout ce qui est plat est peuplé à Nouméa, parce qu'il faut bien mettre les presque 100 000 habitants quelque part, et le reste beaucoup moins. Sur les différents sommets, il y a surtout des habitations, et entre les habitations, il y a parfois des trous, des endroits de rochers et de verdure trop de guingois pour qu'on y élève quoi que ce soit. La ville s'arrête par pointillés. Sais-tu, Thomas, que la densité d'habitants à Orléans, cette ville que tu trouves si paisible, si vivable, est 2 fois supérieure à celle de Nouméa ? Sur les hauteurs trouées des quartiers d'habitation, personne ne flâne non plus. Les rues tortueuses ne s'y prêtent pas. Elles sont quasiment dépourvues de trottoirs et prises d'assaut par des 4x4 aux dimensions de chapelles. On flâne encore moins dans les quartiers riches et privatisés dont on ne peut pas franchir le portail automatique. On ne flâne pas dans les quartiers populaires parce que les hommes, installés dans un coin d'ombre pour boire une bière, n'aiment pas être regardés comme les animaux du zoo et que leurs visages barbus font peur. On ne flâne pas entre les cabanes de bois et de tôle sur les terrains squattés parce que l'illégalité des constructions rend les habitants nerveux vis-à-vis des intrus. On ne flâne pas autour de Magenta parce qu'il y a tous les petits avions qui décollent vers les autres îles de l'archipel et leur bruit casse la tête. On ne flâne pas sur le port, en dehors du marché couvert, parce qu'il y a de gros bateaux qui sentent l'essence, des voitures garées partout et des routes compliquées tout autour. Chaque fois qu'un feu passe au vert, ça vrombit. En clair, on ne flâne pas à Nouméa, sauf le long des baies. Et c'est pour ça qu'on y emmène directement les nouveaux arrivants ou ceux qui, comme Tass, viennent de rentrer. Le long de l'Ansvata ou de la baie des Citrons, on comprend que Nouméa est une presqu'île, ce qui est charmant, et le long des baies, contrairement aux collines tortueuses, le chemin est simple. On longe la mer, toujours. On réajuste ses lunettes de soleil pour ne pas avoir les yeux blessés par les reflets. On salue de vieilles connaissances, et puis on s'arrête pour prendre un verre.